une semaine de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne avec une décision attendue jeudi en début d'après-midi et une pression qui ne fait que s'accroître sur les épaules de la Banque centrale européenne. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer le cas européen à quelques jours de cette réunion, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Que dire à ce stade du tableau de bord que regarde la Banque centrale européenne? On a eu notamment une première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de mai, publiée la semaine dernière. Derrière le chiffre global de 8,1%, on comprend que la pression reste très très forte sur les épaules de la Banque centrale européenne, avec une inflation qui n'est pas prête de s'arrêter sans doute, Juliette. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant de nombreux mois que l'inflation surprend systématiquement à la hausse. Et ce qu'on peut voir du dernier chiffre d'inflation, c'est qu'on a encore toutes les grandes composantes qui continuent d'accélérer. C'est vrai pour l'énergie, mais aussi pour les prix alimentaires, les prix des services et les prix des biens industriels hors énergie. Et quand on regarde les prix de l'énergie, à la fois les carburants, mais aussi l'électricité, le gaz ou les prix alimentaires, on se dit que cette tendance va encore se poursuivre quelques temps. Et puis du côté des services, on pourrait aussi avoir avec la réouverture et puis l'été des prix des services qui restent aussi assez tendus. Donc pas de décélération en vue avant la fin de l'année. Et encore, il y a beaucoup d'incertitudes puisque la guerre en Ukraine, l'embargo qui a été décidé sur le pétrole, ça va aussi avoir des impacts assez forts sur l'énergie et l'alimentation. Oui, c'est-à-dire que même à travers ce qu'on appelle les éléments volatiles, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentaire, il y avait quand même l'espoir d'une mécanique d'effet de base qui allait jouer à un moment sur les prochains mois. Cette mécanique-là, elle n'est plus évidente aujourd'hui, Juliette. Non, elle n'est pas du tout évidente. Et puis, c'est ce qu'on voit pour les prix des carburants. On a un pétrole qui reste très très cher. On voit que on a pris des mesures pour baisser les taxes ou limiter la hausse des prix des carburants. Et puis, il y a eu une accalmie un temps et on est à nouveau aujourd'hui encore sur des prix qui progressent. Donc, beaucoup de difficultés du côté de l'alimentation et de l'énergie. Du point de vue de la stratégie ou même de la tactique de la Banque centrale européenne, comment comprendre, vu l'urgence de la situation sur le front de l'inflation, comment comprendre que la BCE ne va pas monter ses taux sans doute cette semaine et devrait attendre 6 semaines de plus encore pour engager la normalisation de ses taux directeurs, Juliette? Alors, la BCE, on voit qu'elle est quand même, qu'elle tient à sa séquence qui est la fin des achats d'actifs avant la hausse des taux. Donc là, on se rapproche de la fin des achats d'actifs et on voit le premier mouvement de hausse de taux donc pour juillet. Et quand on regarde, il y a quand même eu un durcissement de ton assez fort ces dernières semaines. Et Philippe Lane, qui est plutôt un membre relativement dovish, a dit que pour lui, la séquence était claire. C'était 25 points de base dans le scénario de référence en juillet, 25 points de base en septembre, et que toute discussion serait pour un mouvement de hausse plus fort. Donc, on voit que les 50 points de base sont sur la table. Et on a eu plusieurs interventions de membres du Conseil des gouverneurs la semaine dernière qui allaient en ce sens, qui ouvraient la porte à une hausse de 50 points de base en juillet ou en septembre. Du point de vue du marché, je crois, ce matin, c'est une chance sur deux. Il y a 50% de chances dans le marché que ce soit 50 points de base le 21 juillet prochain. Avec la question de savoir jusqu'où la BCE veut-elle ou va-t-elle devoir normaliser. Parce que, encore une fois, là aussi, le discours semble s'être durci mois après mois, Juliette. Au départ, l'idée était de profiter d'une fenêtre de tir pour sortir des mesures ultra accommodantes, et notamment des taux de dépôt négatifs. Désormais, l'histoire que raconte la Banque centrale européenne semble être un peu différente. Il faut non seulement sortir des mesures ultra accommodantes, mais sans doute neutraliser la politique monétaire.
Oui, tout à fait. On voit vraiment ce changement de ton et l'adoption un peu d'une rhétorique qui est proche de celle de la Fed, hein, du retour vers le taux neutre. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent l'évaluation de ce taux neutre, mais on dit que c'est entre 1 et 2 et que c'est donc on va dire autour de 1,5 avec une incertitude élevée néanmoins, mais que on devrait revenir vers ce taux-là courant 2023. Et je regardais les anticipations de marché, elles sont assez agressives, puisque on voit des estimations de retour au taux neutre dès l'été 2023, donc un rythme de remontée de taux assez rapide pour la BCE. Si on suit cette idée-là, Juliette, qui est l'idée centrale du marché aujourd'hui, quelle peut être la course de l'économie européenne entre-temps? Est-ce qu'on est déjà dans une zone de risque, de danger important, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus trop sous-estimer la capacité de résistance, de résilience de l'économie de la zone euro à ce stade? Alors sur 2022, on voit que déjà les estimations de croissance sont très prudentes puisqu'on commençait l'année 2022 avec un acquis de croissance autour des 2%, donc ce qui était assez conséquent. Et quand on voit les anticipations, les prévisions de croissance maintenant pour l'année, elles sont légèrement au-dessus. Donc on est déjà beaucoup plus prudent sur les capacités de l'économie européenne à croître face à la guerre en Ukraine notamment. Donc c'est sûr que sur la fin d'année 2022 et le début 2023, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'activité. Bon, on suivra ça effectivement. Les prochaines données seront importantes. La réunion de la BCE se tient ce 9 juin. La réunion décisive sera peut-être celle du 21 juillet. La normalisation monétaire en zone euro, généralement, elle a un prix, Juliette, ou en tout cas, elle peut avoir un coût. C'est celui de la fragmentation, comme on dit, le risque de divergence du coût de financement entre les États souverains de la zone euro, qui a déjà commencé à se voir d'une certaine manière, quand on prend la mesure entre le coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Italie comparé au coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Allemagne ou comme la France. Là aussi, est-ce que ce risque est déjà un risque important qu'il faut traiter quand on est une banque centrale comme la BCE, ou est-ce qu'il y a encore un peu de latitude peut-être pour laisser les forces de marché s'exprimer? Alors, on voit que la Banque centrale européenne a quand même la volonté d'éviter une nouvelle crise de la zone euro et elle a quand même réitéré cet engagement à plusieurs reprises. Quand je cite Fabio Panetta qui dit que éviter la fragmentation est un élément central de la conduite de la politique monétaire dans la zone euro. Donc, on voit qu'il y a un vrai engagement. Lagarde aussi a fait des discours en ce sens, et donc il est probable, même lors de cette réunion, la BCE va réitérer le fait qu'elle est prête à adopter un nouvel instrument pour s'assurer que la politique monétaire est bien transmise dans l'ensemble de la zone euro. Alors après, la question, c'est de savoir à quel niveau elle peut intervenir. Et là-dessus, on a vu que Isabelle Schnabel avait évoqué comme référence le niveau de spread italien qu'il y avait avant, à la pandémie ou au tout début de la pandémie, qui était autour de 250 points de base. Donc c'est peut-être autour de ces niveaux-là que la BCE pourrait être un peu plus explicite sur cet outil anti-fragmentation. Parce qu'il faut dire, c'est que la Banque centrale européenne et la Banque d'Italie ont été des très gros acheteurs de dette italienne depuis la pandémie notamment, qu'elles détiennent aujourd'hui plus de 700 milliards d'euros de dette italienne. Donc voilà, c'est quand même colossal. À plus de 3% pour le 10 ans italien, est-ce qu'il y a déjà un risque pour la soutenabilité des finances publiques italiennes aujourd'hui, Juliette ? Alors, pour la soutenabilité, non, il ne nous semble pas sur ces niveaux-là que ça soit le cas, mais quand on regarde les projections, quand on fait des simulations d'évolution de la dette italienne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élément central, c'est vraiment la croissance du PIB nominal. Et donc là aussi, il y a un risque si l'inflation, si la croissance ralentit trop pour l'Italie. Donc à la fois côté taux d'intérêt et côté croissance, c'est deux éléments de fragilité, mais
il n'y a pas sur ces niveaux-là on va dire, de risque à court terme. Ouais, on est sur un spread Italie-Allemagne légèrement supérieur à 200 points de base ce matin au moment où on se parle. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.